Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un moment que je vous disais qu'il fallait que je reprenne les lectures de Seth. Je parle souvent d'extraits de ce livre, Seth parle. Et ça y est, je me suis lancée dans la relecture de ce livre, donc avec le tome 1. Alors pour un petit peu faire l'introduction de ce livre, un petit peu pour vous expliquer comment il a été écrit. Donc le titre, c'est pour le tome 1, c'est Seth parle, l'éternelle validité de l'âme. Donc Seth est une personnalité qui parle à travers Jan Roberts, l'auteur. Et en même temps, c'est pas tout à fait elle qui a écrit le livre, c'est elle qui se faisait traverser par cette personnalité, qui partage son expérience, ses vérités, du coup de l'autre côté. Et donc c'est son mari qui, à travers un dialogue avec Seth, a fait en fait les enregistrements et la retranscription de ces séances. Donc à chaque fois, dans le livre, vous avez une partie où c'est écrit en italique. Et du coup, ça, ce sont les pensées ou les remarques du mari. Et tout ce qui est écrit droit, pas en italique, eh bien, c'est le livre de Seth. Et donc Seth, dès le premier chapitre, explique qu'il écrit ce livre sans être incarné sur notre plan. Et donc, à travers la préface de Jan Roberts, elle nous explique que même elle, au début, elle a douté, à savoir si c'était pas un trait de sa personnalité, en fait, qui s'exprimait. Et elle s'est aperçue que quand elle fait comme ça des enregistrements, parce qu'elle est écrivain, donc elle écrit des livres, et si elle fait des enregistrements, si elle ne réécoute pas, elle perd le fil de ses pensées. Là, les retranscriptions, généralement les séances se font le lundi et le mercredi, et parfois le jeudi si jamais c'est décalé, et donc cette personnalité, Seth, ne perd pas le fil de ses pensées. Donc elle se dit à chaque fois, non, en fait ça peut pas être moi qui est en train de vous expliquer le livre, de faire autre chose, parce que je suis incapable de partager comme ça, comme il fait. Et en plus, elle explique qu'elle n'a pas les mêmes traits d'humour, ni la même personnalité que cette personnalité qui s'exprime à travers elle. Et en plus, elle a fait aussi des séances avec ses étudiants où eux peuvent témoigner aussi. D'ailleurs, il y a même une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Jan est plus du tout la même quand Seth parle à travers elle. Elle prend même différentes intonations, différents accents, parce que cette personnalité, elle aussi explique, Seth, qu'elle doit s'adapter aussi à cette façon de communiquer avec nous dans la matérialité. Comme ce n'est plus une personnalité matérielle qui s'est incarnée là sur ce plan, du coup elle a besoin de cette adaptation. Et donc dès le début, il nous explique comment c'est possible avec Jan, parce que voilà, les deux se connaissent depuis longtemps et qu'elle était prête à ça, à pouvoir faire cet échange énergétique. Donc il y a toute cette explication-là. Donc c'est un livre vraiment super intéressant qui a beaucoup changé de choses chez moi. Et dès le chapitre 1, il nous explique que à travers la lecture, non seulement il s'adresse à nous, lecteurs qui est en train de lire, mais aussi à nous, tout notre corps. C'est comme si qu'il y avait
un rappel des mémoires, un petit peu un encodage qu'on refait au niveau des cellules pour nous rappeler tout ça. Alors bien évidemment, vous êtes absolument libre de croire ou non à ce qui est dit dans ce livre, à comment il a été fait, comment il a été rapporté, mais c'est juste pour vous expliquer voilà, que le fait de lire ce livre, ça peut changer pas mal de perceptions, et pas seulement au niveau du mental. Parfois, il y a certains chapitres où mon mental ne comprend pas vraiment tous les principes de physique quantique qui sont abordés, et pourtant, l'information passe à travers le corps. Vous voyez, quand j'ai lu ce livre, j'avais des moments où j'avais des vertiges, le souffle coupé, et j'étais obligée d'arrêter ma lecture parce que parfois c'est trop. C'est trop, il y a quelque chose énergétiquement qui passe et il y a besoin d'intégration par le corps. Donc ce livre, je ne vous conseille pas de le lire en une seule fois, de prendre le temps de le lire et de vous laisser imprégner par ces enseignements. Et donc c'est grâce à ce livre aussi où j'ai pu après connecter voilà, à d'autres vies dans d'autres plans. C'est vraiment ce livre qui m'a changé un petit peu toutes ces perceptions sur l'âme, l'âme multidimensionnelle, etc. Et en fait, effectivement, vous ne pourrez pas connecter à d'autres vies, que vous appelez vie antérieure. Vous ne pourrez pas connecter à ces autres plans si vous n'avez pas cette conception d'âme multidimensionnelle. Même chose, c'est pas possible de faire un voyage chamanique si vous ne touchez pas cette notion-là, parce que l'âme multidimensionnelle, c'est vous êtes à la fois dans votre corps et à la fois c'est possible d'être ailleurs. Donc voilà, les prochains épisodes vont être un petit peu sur la lecture de cette parle, où je vais un petit peu essayer de vous partager ma compréhension du texte, ce que j'en retiens, les informations principales. Alors bien sûr avec toute modestie, parce que forcément, comme ce sont parfois des principes quantiques très poussés, ça va au-delà de ce que le mental peut enregistrer et peut comprendre et peut intellectualiser. Vraiment le livre, il est fait comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre et qu'il a changé beaucoup de choses, au-delà même de la compréhension que je peux en faire. Voilà. Donc c'est parti, on va se lancer dans un nouveau chapitre et à chaque fois vous retrouverez un petit peu comme ça l'introduction pour chaque épisode qui vont venir. Donc c'est parti, on se lance dans la lecture de cette parle, l'éternelle validité de l'âme, donc le tome 1. Chapitre 7, le potentiel de l'âme. Dans ce chapitre, 7 nous rappelle à quel point il est possible de pouvoir se projeter, de projeter une image de soi en dehors de son corps. Nous sommes très focalisés sur notre corporalité. On a l'impression de n'exister qu'à travers notre corps, qu'à travers ça. Et pourtant, l'intensité en fait du sentiment, si par exemple on est attaché à un lieu, l'intensité du sentiment, et quand on y pense, on peut projeter une image de soi là-bas, qui forcément ne sera pas détectée par autrui et pas encore avec nos appareils de mesure, parce qu'on n'est pas encore en capacité de le faire. Donc peut-être qu'un jour ça viendra, mais du coup il nous explique que voilà, on peut partir comme ça, projeter une image de soi dans un autre environnement, et si par exemple on pense très fort à cet environnement, on y est très attaché, on peut même nous-mêmes ici du coup percevoir les odeurs qui s'en dégagent, les impressions, etc. Donc on se relie aussi à cet endroit-là, et ça on projette des parties de nous-mêmes un petit peu en permanence. On le fait très souvent. Donc c'est pour ça quand il y a des personnes qui me disent oui mais les voyages chamaniques en dehors de son corps, etc. c'est dangereux. Oui et non, parce qu'en fait on fait déjà ça naturellement. Seth nous rappelle également dans ce chapitre que nous ne sommes que des particules vibratoires, donc techniquement on est attaché à notre corporalité, à ce à quoi on donne notre identité, on se projette, mais en même temps il ne faut pas oublier que le corps est entièrement vibratoire, donc on est autant là dans la matière que ailleurs, on est tout le temps en pulsation. C'est juste que notre conscience, elle est focalisée sur la partie matérielle, ce qui pour elle paraît réel, concret, et donc elle ne se focalise pas sur l'autre partie, donc ce qui fait qu'on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, on est tout le temps en train de pulser. Donc on est tout le temps en fait en mouvement, on n'est jamais quelque chose de solide. Toutes les particules qui nous composent, c'est que du mouvement. Et donc forcément aussi notre âme, donc le potentiel qu'elle a, c'est d'être à la fois ici dans le corps et à la fois peut se projeter ailleurs. C'est pas quelque chose de contre-nature, c'est quelque chose que l'on fait finalement très souvent. Et quand on projette comme ça des parties de nous ailleurs, il est possible même qu'elles prennent une place en se superposant à un objet.
Donc c'est pas étonnant quand une personne décède, parfois on dit l'objet est chargé en fait de son énergie, elle a laissé une trace. Et c'est pour ça après qu'il y a des personnes qui viennent pour nettoyer donc les lieux, les objets, etc. On est capable en fait de se projeter comme ça et de laisser sa marque quelque part. Donc selon l'intensité du désir qu'on y a mis, parce que ça dépend aussi de l'émotion que ça suscite chez nous, suivant l'intensité de cette émotion, de ce qu'on a mis, eh bien ça sera plus ou moins fort, ça varie. Ça peut être à la fois juste à l'état d'image qui ne sera pas détecté, comme ça peut être une ombre, comme ça peut être une énergie ressentie. Vous voyez, il y aura une variation aussi de l'intensité selon la variation de notre émotion. Donc plus on y met d'intention et d'intensité, et plus ça sera fort et présent. Donc je pense qu'il y a même des personnes qui sont capables du coup de le ressentir quand on pense à quelqu'un, etc., qu'on voit quelque chose et qu'on pense à quelqu'un. Je pense que c'est parce qu'il y a cette histoire de projection et après on pense à appeler la personne et la personne disait « Ah bah oui, j'étais en train de penser à toi ». Vous voyez, ça peut arriver ce genre de choses. Et je pense que c'est pas un phénomène extraordinaire, c'est ce qu'on fait en permanence, c'est ce qu'on fait tout le temps. On envoie comme ça des projections de soi-même. Donc c'est en ça aussi que l'âme est multidimensionnelle, parce qu'à la fois elle est dans son corps, puisque du coup elle assure toujours les fonctions vitales du corps. Comme il est en mouvement, en pulsation, c'est un petit peu l'âme qui donne l'énergie pour rassembler tout ça, pour donner quelque chose de concret dans la matière qui prend forme. Et en même temps, il y a tout le temps ce renouvellement cellulaire, il y a toute cette usine qui fonctionne en permanence que du coup l'âme gère. Et en même temps, elle est capable d'aller ailleurs, de se projeter ailleurs pour y faire autre chose, pour peut-être apprendre autre chose, passer une information, envoyer une énergie. Voilà, c'est tout à fait possible. Et dans son livre, il prend également l'exemple d'un objet où nous, on se focalise en fait sur la partie matérielle de l'objet qui est juste devant nos yeux. Mais si on envisageait qu'il existait aussi sur un autre plan un petit peu moins visible, encore sur un autre plan un petit peu moins visible, encore sur un autre plan un petit peu moins visible, et que tous ces espaces coexistent, on se rendrait compte en fait de cette variation, de cette variabilité. Mais en fait, on se focalise que sur une certaine tonalité, celle où on a l'impression qu'elle se concrétise dans la matière, qu'elle est là, et on voit pas en fait toutes ces superpositions. D'ailleurs, lui, Seth, il le dit, quand il croise une personne, lui, il voit la superposition de toutes les personnes, de toutes les rémanescences des individus qu'elle est. Il voit pas quelque chose de fixe. Donc, si on était capable de faire la même chose avec les objets, on verrait en fait ces différents plans vibratoires et en fait qui sont tous autant valables les uns que les autres. Il n'y a pas une réalité plus valable que l'autre. C'est pas parce qu'on ne peut pas l'apercevoir en fait qu'elle n'est pas là. Or, si les autres réalités sont bien là et sont tout autant valides, même si pour l'instant on n'en a pas la capacité de les voir, de les sentir, de les détecter. Donc il nous rappelle vraiment ce point important où c'est vraiment là où en fait on focalise notre attention, qu'on donne une réalité, une crédité au phénomène. Parce qu'on est autant à la fois ici qu'ailleurs, de façon intermittente, puisque on pulse. Nous ne sommes qu'une énergie de pulsation vibratoire, mais en fait, on en oublie l'expérience parce que ça ne se manifeste pas physiquement et que nous, on est concentré que sur cette réalité physique de matière. On est à la fois capable de tout ça, mais en même temps, vous voyez, avec notre corporalité, on est limité. On sait qu'on peut faire tout ça, on sait qu'on peut se projeter ailleurs, on sait qu'on a ces capacités-là, mais on est quand même limité dans le corps par cette corporalité parce qu'on est venu faire une expérience ici. Donc c'est bien de savoir qu'on a toutes ces capacités, mais il faut aussi se rendre compte que voilà, nous sommes des êtres incarnés, on a choisi cette incarnation, on a choisi d'être sur Terre, c'est pas pour rien, c'est aussi pour expérimenter dans la matière. Donc faut pas absolument chercher une échappatoire dans tout ce qui est spiritualité, voyage astral, rêve, etc., autre dimension, parce qu'on est aussi venu faire l'expérience ici dans la matière. Donc voilà, faut vraiment équilibrer les deux et pas non plus chercher une échappatoire un petit peu pour fuir aussi la réalité de matière, ce qui peut arriver aussi parfois dans le développement personnel et dans la spiritualité. Et dans cette projection que l'on peut faire de nous ailleurs, en faisant cette projection, en projetant son image, en même temps, celle-ci a sa propre conscience et aura son propre développement. C'est nous qui l'avons projetée,
on l'a projetée là-bas, mais en même temps, elle va avoir aussi son propre développement et en fait c'est un petit peu sa propre liberté. Et c'est ce qu'il essaye à travers cet exemple aussi de nous faire comprendre avec l'âme, avec notre moi supérieur, c'est qu'on fait à la fois partie de notre moi supérieur, mais à la fois on est une entité à part entière. On est une personnalité incarnée ici, on a une conscience propre, moindre peut-être que notre hyper-conscience, on va dire, mais on a quand même notre propre conscience, on a quand même notre libre arbitre et on fait nos propres choix. Et on ne sera jamais absorbé, avalé, et on va jamais disparaître. À partir du moment où on a été créé, on prend une réalité dans le monde de matière, on prend une réalité aussi dans l'énergétique, et en fait c'est là où on peut définir en fait l'immortalité. Si on a peur de disparaître dans la matière, on existe aussi bien au-delà de la matière. Donc en fait ça s'arrête jamais vraiment, et on ne disparaît pas non plus. On est rattaché à ce moi supérieur, on est rattaché à tout ça, mais au final on a quand même notre propre conscience, notre libre arbitre et des choses à vivre aussi nous de notre côté dans notre développement pour nous développer. Donc au final il nous rappelle qu'il n'y a jamais de fin à la réalité de la conscience et ni à ses moyens de matérialisation. Et qu'en fait, toute personnalité incarnée, chaque identité, en fait, va pouvoir suivre son propre développement à travers ce qu'elle aura à vivre. Donc c'est là où après on peut parler de plusieurs vies, de vies antérieures, de réincarnation, parce qu'au final, cette identité a besoin de faire tout cet apprentissage, tout ce cheminement, et elle va devoir traverser toutes ces étapes, et le moi supérieur, en fait, va la laisser vivre toutes ces expériences. Vous voyez, elle va pas être brimée, elle va pas dire bah non, là t'as fini ta personnalité incarnée, tu vas revenir, t'es absorbé, tu me donnes les infos et basta. Non, c'est pas comme ça que du coup il essaye de nous expliquer le fonctionnement. C'est plutôt on va se développer, on va continuer à avancer, on va continuer à apprendre, même si on fait partie de ce moi supérieur, on va continuer à projeter différentes versions de soi, d'images, de personnalités, etc. pour continuer à enrichir, à évoluer. Et au final, tout ce qu'on va projeter, toutes les personnalités incarnées, il n'y en a pas une qui est plus légitime que l'autre. Vous voyez, toutes les vies en fait sont autant légitimes les unes que les autres. Bien que là, on est plutôt dans une société où les humains ont l'impression d'être supérieurs, en fait non, hein, on fait partie du grand tout. Il n'y a pas une vie supérieure à d'autres qui a plus de légitimité, qui a plus de droits au final sur cette planète. Donc en fait c'est un petit peu ça aussi avec le moi supérieur, c'est que même une fois rassemblés, même si toutes les personnalités se rassemblent et savent qu'elles partent du même point, elles n'en demeurent pas moins. Elles continuent d'exister, elles continuent d'avoir leur propre développement, leur propre conscience, leur propre fonctionnement. Il y a toujours ce libre arbitre. Et puis aussi, dans cette corporalité aussi, on se donne en fait des règles. On s'est un petit peu donné des règles comme, je vais prendre par exemple la gravité. On a cet encodage dans la réalité où tout le monde est d'accord que la gravité existe et qu'on colle au sol. Il n'y a personne qui se dit bah non, la gravité n'existe pas et du coup est capable de voler. Vous voyez, en fait, la réalité, on l'a encodée comme ça, et du coup, il y a des règles qui fait que ça s'applique et on a donné crédit et valeur. On ne peut pas remettre en cause parce que profondément, tout le monde s'accorde à dire que voilà, il y a la gravité, on colle au sol. Et du coup, c'est un petit peu la même chose pour le passé et le futur. On envisage que comme le passé, il est déjà passé, on peut le connaître, on peut aller y chercher des infos, mais on n'envisage pas que l'avenir se déroule aussi en même temps et que forcément on peut y aller chercher des infos et récolter des informations, pouvoir recevoir des histoires en fait du futur, parce que on a toutes ces règles-là aussi. Même si profondément à l'intérieur de nous on sait que c'est possible, on a cet encodage de la réalité qui fait que techniquement, on s'est mis un petit peu des barrières aussi. Bon après, comme on l'avait déjà vu dans un autre épisode, on sait que il faut quand même que la personnalité a plus avancé dans ses apprentissages pour pouvoir contacter l'autre. Donc c'est aussi pour ça que il faut que ce soit son moi en fait du futur qui vienne prendre
contact pour pouvoir donner des infos pour que le mode de communication puisse se faire, puisque encore une fois ici on est limité. On ne sait pas quel mode de communication on va utiliser dans 100 ans. On ne sait pas comment ils vont communiquer. Quand on a commencé par exemple avec la radio, on ne savait pas qu'aujourd'hui on serait capable de commencer à communiquer à travers les expériences quantiques de particules qui sont capables de se modifier, de transmettre une information à des kilomètres. On pensait pas que voilà, il y aurait Internet, la fibre et tout ça quand on a démarré avec les ondes radio. Donc on peut pas en fait projeter notre prochain mode de communication qui sera peut-être au-delà de ce qu'on peut envisager en se disant je vais me mettre sur cette fréquence pour pouvoir l'entendre, pour comprendre. Par contre, à l'inverse, le moi supérieur, enfin l'autre identité qui est plus évoluée, lui il sait par quoi on est traversé, où on en est dans nos modes de communication, donc il peut s'adapter. L'inverse, on ne peut pas s'adapter à quelque chose qu'on n'envisage pas, qu'on ne connaît pas, et qui même peut nous sembler carrément impossible. Et en même temps, dans ce chapitre, il essaye aussi de nous faire comprendre que c'est un petit peu la même chose avec le passé, présent, futur. Il y a autant de passé probable que de présent probable que de futur probable. Nous, on se focalise sur un événement, on lui donne une importance, on le note dans l'histoire en disant voilà, c'est un fait avéré, mais en fait, on choisit un groupe particulier d'événements, on s'y accroche comme si c'était le seul possible, sans se rendre compte qu'on l'a finalement choisi parmi une variété infinie d'événements passés probables. C'est comme ça qu'on a construit notre réalité. Donc c'est pas aberrant d'entendre des personnes qui nous expliquent que ils ont vécu d'autres cultures, d'autres événements qui finalement, on arrive d'ailleurs à s'y relier, qui finalement ne sont pas dans l'histoire. Donc parfois on peut avoir tendance à se dire alors peut-être que cette histoire-là vient d'un autre plan, d'une autre réalité. Mais en fait c'est parce que tout simplement il y a autant de passé infini que de présent infini, que de futur infini. Donc ça se trouve même toutes ces réalités alternatives parallèles coexistent en fait les unes avec les autres. Et en plus, comme il n'y a pas d'espace-temps, vous imaginez que tous les faits historiques du passé se passent en même temps que les faits historiques du présent, que les faits historiques du futur. Donc là, après, quand on envisage tout ça, on commence à se faire un peu des nœuds au cerveau. Et c'est pour un petit peu nous expliquer que voilà, les mots qu'on utilise comme passé, présent, futur pour noter cette temporalité, au final, ils ne sont pas plus signifiants que les mots égaux, conscient, inconscient. On met des termes pour séparer les choses, mais finalement il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière entre qui fait qu'on pourrait déterminer vraiment où commence le conscient, l'inconscient, où commence l'ego, parce qu'au final à partir du moment où on est une personnalité incarnée, quoi qu'il arrive on est égaux. On est ici sur Terre, on n'est fait que de ça. Après, c'est à nous de voir les différents personnages, les différentes énergies qui nous traversent à ce moment-là, comprendre en fait nos mécanismes. Mais l'ego, faut pas l'envisager comme quelque chose de négatif dont lequel on va se débarrasser. Il sert aussi à nous prévenir de dangers, à nous prévenir, quand on touche à notre intégrité en tant que personne, il se révèle aussi dans ces moments-là, et il fait appel à certains personnages pour nous montrer ces vérités, ces réalités, ces choses cachées en nous. Donc il faut pas le prendre toujours ego comme quelque chose de négatif, parce que ce qu'on s'oriente le plus dans ego, c'est celui qui a un ego démesuré et qui en fait trop, mais il n'y a pas que ça dans l'ego. Il y a aussi la personne justement qui est timorée et qui n'ose pas. Donc parfois, quand elle voit qu'elle rentre dans ce mécanisme de personnes timorées qui n'osent pas, elle peut faire appel à une autre force en elle pour contrebalancer et en fait pour s'équilibrer. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut envisager l'ego comme plutôt un outil qu'on pourrait utiliser à son service. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Comme en plus on est focalisé là sur notre partie physique, matérielle, on ne se rend pas compte qu'on est tout le temps en lien, en corrélation, en communication avec nos autres moi, qui sont aussi tout indépendants et aussi focalisés sur leur réalité et ce qu'ils sont en train de traverser. Donc tous les autres moi que je parle, forcément dans toutes ces vies parallèles, puisque à chaque fois qu'il y a un choix, je pense qu'il y a une alternative qui se crée, et du coup on a toutes ces vies parallèles qui se créent,
et en même temps vos autres moi sur d'autres temporalités qui font partie du passé et du futur. Donc en fait, on peut se connecter les uns aux autres et il y a échange d'informations et on peut même apprendre aussi des uns des autres. Et on peut même avoir une influence sur la vie des uns des autres. Et ça, c'est un petit peu ce que j'avais déjà abordé dans d'autres épisodes où je vous disais qu'on faisait des expériences parfois dans cette vie pour aider justement les autres. C'est pas forcément pour nous aider nous là à l'instant T. Parfois en plus on a l'impression que l'événement est insignifiant et en fait ça prend une grande ampleur ailleurs et ça a débloqué une situation ailleurs. Donc il y a toujours ces connexions qui existent, mais comme nous on est toujours focalisé là sur ce qui se passe là maintenant dans notre réalité, on s'en rend pas forcément compte. Et c'est nous-mêmes en fait qui nous séparons de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on est capable de faire et de tout ce qu'on est capable de connecter. C'est l'attention que nous on porte là dans la matière qui fait que ça nous sépare. Alors que finalement, pareil, il n'y a toujours pas de barrière, on pourrait se connecter les uns aux autres en permanence, non-stop. C'est nous qui nous mettons ces barrières. Et donc, il compare un petit peu ces liens qu'on a les uns avec les autres comme une rivière où il y a différents affluents et on peut se connecter à n'importe quel affluent à n'importe quel moment parce qu'on fait partie de la même rivière. Donc on est tous en fait reliés les uns aux autres et c'est vraiment parce que nous, on n'envisage pas que c'est possible, que on s'en rend compte. Donc il dit si jamais on focalisait notre attention sur ces possibilités, alors on pourrait percevoir ces autres courants parce que finalement, naturellement, on se connecte aussi à ces autres courants pour envoyer des informations, pour ces échanges d'informations les uns les autres. Et il rappelle d'ailleurs que quand on a cette folie créatrice, quand on a une créativité forte, souvent on a l'impression en fait que ça vient d'ailleurs, que c'est une muse, que c'est une inspiration. Après, suivant ses croyances, on peut même penser que ça a des raisons mystiques, alors qu'en fait non, c'est tout simplement ça, c'est parce que comme notre créativité est aussi multidimensionnelle, on se connecte à ces autres courants de conscience, on partage cette information avec les autres, et puis le retour c'est cet élan de créativité qui nous donne l'impression que c'est sorti d'ailleurs, alors que finalement ça fait partie de nous, de notre essence, de ce que l'on est. Donc au final, plus on se connaît soi-même, et donc par extension, ces autres moi et tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ses possibilités, et moins ça nous paraîtra sorti d'ailleurs, nulle part, une inspiration autre que nous-mêmes. C'est en ça aussi que nous sommes des êtres divins au final. Et d'ailleurs, il nous le rappelle que on le fait aussi à travers nos rêves. À travers nos rêves, on se connecte à toutes ces vies possibles, à tous ces moi, et on échange, on collabore, on acquiert de l'expérience, on travaille, on élabore des projets, des plans, toute cette partie créative. Et donc en fait, c'est même quand on dort, c'est là où on est le plus actif. Limite, c'est quand on est éveillé qu'on est le moins actif et que du coup on focalise en fait notre attention sur la réalité, donc on fait plus attention à tous ces autres courants de connexion qui pourraient venir émaner d'autres vies. Au contraire, on ferme même, on bloque, alors que dans le rêve on ouvre tout ça et on ouvre à tout ce panel de possibilités. Donc au final, c'est en dormant qu'on est le plus actif. C'est pas étonnant que parfois on se réveille qu'on est fatigué le matin. Et c'est là, dans le rêve, où justement on projette en fait ce qu'on pense être le futur. On fait des choix en fait. Parmi une infinité d'événements probables, on va choisir ceux qu'on a envie de rendre physiques. Donc c'est là aussi dans lequel on est créateur de notre réalité, même si on n'en a pas l'impression. Parce qu'au final, tout ça, c'est des processus où on oublie en fait, une fois éveillé, parce qu'il essaie de nous expliquer que, comment dire, en fait, ce dont on se souvient, c'est souvent des images en fait qu'on a matérialisées, mais c'est déjà un certain processus pour ne pas voir en fait ce qu'il y a derrière. C'est comme si on essayait de rationaliser pour pas se rendre compte de tout ce qu'on a fait. Bon, je sais pas si c'est très clair. Lisez les livres. Peut-être que vous comprendrez mieux ce passage-là. Et au final, du coup, ces deux réalités, puisque à la fois le monde des rêves et le monde le matériel, ces deux réalités qui existent bien distinctes, où on communique de façon différente, sont tout aussi valables. Du coup, Seth, il nous dit qu'il peut écrire du coup ce livre à travers Jane Roberts,
et donc avec aussi son mari, parce que ces 3 entités font partie de la même identité globale. Et le fait que certaines personnes éveillées sont capables de partir comme ça dans d'autres plans, ce que l'on fait quand on est endormi, eh bien ça donne des possibilités de communication avec autre chose, avec d'autres plans, avec d'autres entités qui sont sous forme différente, énergétique. Ce qui fait penser, du coup je me pose la question, si parfois quand on a l'impression d'avoir un guide qui nous suit, d'entendre une voix qui nous donne des informations, qui nous communique des infos pour avancer, etc., si c'est pas justement un de nous, un autre moi, une autre entité qui vient de moi en fait, qui est plus évoluée, qui est dans ces autres stades de communication et qui se présente sous cette forme-là, donc de guide, etc., qui nous envoie cette info, enfin nous on l'interprète comme ça, mais au final c'est juste nous-mêmes. Donc est-ce que tout ce qu'on envisage comme guides qui sont là pour nous faire avancer, donc je parle pas des maîtres ascensionnés, tout ça, vraiment les guides, hein, ces guides qui au final ont été humains et qui nous guident, d'où leur nom, si c'est pas des versions de nous-mêmes plus évoluées qui nous servent au final de guide parce qu'ils savent par où nous allons passer, quelles clés nous donner pour avancer peut-être plus vite, pour notre évolution. Puisqu'au final, Seth, c'est comme ça qu'il peut parler à Jan. C'est parce que lui est une version d'eux, plus évoluée, dans un autre plan. Donc voilà, est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou est-ce qu'il y a vraiment des guides qui sont autres que notre personnalité, sachant qu'au final on vient tous de la source, donc au final on est un peu tous reliés aux uns aux autres. Mais voilà, envisager que on a ces différents champs de conscience avec lesquels on peut communiquer, avec lesquels on peut puiser des informations, les ramener pour notre propre évolution. Et en même temps, je pense aussi que ça doit être un phénomène hyper fatigant. Comme là, je suis dans un processus énergétique, je vous l'avais dit, chamanique, je l'avais dit dans d'autres podcasts, notamment sur ma chaîne Les soins énergétiques. Comme je suis dans ce processus-là, je sens bien que le corps est excessivement fatigué, mais vraiment beaucoup. Donc c'est là où je me rends compte qu'on est vraiment limité aussi dans notre corporalité. D'où on ne peut pas tout mélanger. Il faut faire des choix d'avancer sur notre chemin avec parfois telle énergie, parfois telle énergie, parfois telle énergie. Peut-être qu'après on s'habitue, on peut coupler ces énergies parce que de toute façon on est en lien avec, elles font partie de nous. Mais je vois bien que là le processus fatigue excessivement. Pourtant les exercices que je fais tous les jours, c'est pas non plus très très compliqué. Mais on sent que le corps est fatigué et en plus je suis de plus en plus consciente de tout ce travail que je fais endormi. Du coup, endormi, je bosse énormément, je m'en rends compte, hein, je connecte beaucoup de choses et je me réveille encore plus épuisée puisqu'au final, je n'ai pas l'impression de m'être reposée. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir travaillé 10 fois plus. Donc ça, je m'en rends compte de ce processus. Donc je me dis, à laisser traverser parfois, vous voyez, ces courants d'énergie que l'on a et accepter aussi du coup d'avoir cette phase aussi où le corps va un peu ralentir puisque je peux pas faire toutes les activités que je faisais et que je voudrais aussi, hein, il y a cette fatigue, donc accepter parfois ces moments de ralentir parce qu'on est aussi en train d'intégrer beaucoup de choses, des choses différentes, on est en train d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles énergies, bosser intensément la nuit sans rendre compte et voilà, donc tout ça je pense qu'il faut l'accueillir aussi, c'est des manières je pense le plus d'intégrer toutes ces énergies, ces informations. Donc voilà, prendre son temps, ne pas mettre la charrue aussi avant les bœufs. Tout ce que je partage des livres de Seth, vous êtes libre d'y adhérer ou non. Et si vous y adhérez, quand vous faites des expérimentations, voyez où cela vous mène et prenez votre temps. Voyez, il ne faut pas se précipiter en disant je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer les autres modes de communication, je vais tester les modes de communication internes, je vais voir ce que ça donne, je vais tester les points de coordination, est-ce que je me rends compte, est-ce que j'arrive à tester les énergies, est-ce que j'arrive à suivre les flux, les différents flux de conscience, tout ça. On s'ouvre à tout ça, mais on y va progressivement parce que le corps, faut qu'il arrive à intégrer ces nouvelles informations, ces nouvelles énergies. On change un peu tout notre champ vibratoire hein, quand on avance comme ça dans ces processus, dans ces savoirs, il y a des modifications au niveau interne et c'est épuisant, hein. Il y a tout un renouvellement cellulaire qui se fait, etc.
ça fatigue. Donc voilà, aussi pensez à prendre ce temps d'intégration. Si vous lisez le livre, si ça vous intéresse, si vous voulez expérimenter, c'est très bien. Et laissez-vous aussi du temps. La première fois que j'ai lu ce livre, je prenais du temps pour chaque chapitre. Parfois, il pouvait se passer 3-4 jours, voire une semaine entre les chapitres. Le temps que le corps intègre, parce que comme je vous avais dit, j'en perdais mon souffle. J'avais des moments où j'avais des vertiges, j'allais tomber. Donc on voit bien qu'il y a tout ce travail énergétique qui se faisait déjà. Là, je suis dans un autre processus, donc je trouve que le livre, il est même plus facile maintenant à lire. Mais l'autre processus est plus difficile. Vous voyez, à chaque fois qu'on avance, on se dit toujours « Ah bah c'est plus difficile ». Mais c'est un petit peu comme quand on apprend à conduire. Au début, on se dit « Ah mais je peux pas regarder le rétro du milieu, plus les 2 rétros sur les côtés, plus les angles morts, faire attention au volant pendant que je passe les vitesses avec les pédales. Non mais c'est impossible, je peux pas faire tout ça ». Et puis maintenant, on le fait machinalement, c'est devenu un automatisme. Donc voilà, ça prend son temps et s'accorder aussi ce temps et ces moments, parfois ces phases, on a l'impression que la matière, tout est en pause, vous voyez. Tout se pose, il se passe pas grand chose et pourtant on est lessivé et on bosse à mort. Parce que c'est ça en fait, on est en train d'intégrer de nouvelles énergies pour après et faut ce petit temps d'adaptation aussi dans la matière, se laisser du temps de pause pour pouvoir rééquilibrer, mais ça se rééquilibre forcément parce que bien évidemment on continue à travailler l'ancrage, se centrer, etc. Enfin, c'est des techniques très importantes justement pour rester dans la matière quand on intègre toutes ces énergies. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur tout ce système énergétique, mais je vais m'arrêter là, je pense, pour ce chapitre. Je pense que là, il y a déjà pas mal de contenu, de concepts sur l'âme, sur ces différents plans, la conscience, comment on peut se connecter les uns aux autres, comment on le fait aussi naturellement et au final où on s'échange comme ça des informations, donc sans le savoir, sans s'en rendre compte, mais savoir que c'est possible de conscientiser les choses, de mettre le focus dessus, de s'en rendre compte et de pouvoir travailler avec. Donc je m'arrête là pour ce chapitre. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous passionne toujours autant. Le prochain chapitre, c'est le chapitre 8 et je crois que c'est le dernier de ce livre, de ce tome 1. Donc on arrive à la fin du livre, voilà, avec le prochain chapitre. Le chapitre 8 qui sera le sommeil, les rêves et la conscience. Donc on continuera à discuter au sujet du rêve. Et ça me fait penser que j'avais cette idée, donc à voir comment je vais la développer, de vous proposer des voyages comme ça, chamaniques, accompagnés du tambour, pour aller explorer un petit peu ce monde des rêves, ces différents modes de communication, ces différents plans. Donc je vais voir comment ça se goupille, parce que comme je suis dans ce processus énergétique, c'est pas vraiment moi qui choisis ce que je vais faire, les processus, je dois me laisser traverser et guider. Donc voilà, c'est un total lâcher prise. C'est une autre façon de fonctionner qui est plutôt plaisante. Il faut avoir confiance et la foi, j'ai confiance et la foi et on verra où ça nous amènera et où ça vous amènera si jamais vous êtes amené à travailler avec moi, ce que j'espère un jour pouvoir vous rencontrer en live et partager ces moments avec vous. Merci beaucoup et à bientôt et je vous envoie toutes mes amitiés.